Bonjour à tous et bienvenue sur Blockbuster. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Blanche-Neige et le Chasseur, film réalisé par Rupert Sanders, sorti le 13 juin dernier, avec Kristen Stewart, Chris Hemsworth ou encore Charlize Theron qui est sur tous les fronts en ce moment. Donc nous allons voir ensemble cette adaptation un peu héroïque fantasy d'un des plus célèbres contes des frères Grimm, largement adapté, dont d'ailleurs une adaptation il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, avec Julia Roberts et Lily Collins. Là nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus fantastique, donc nous allons voir ensemble ce que ça donne. Ravenna la sorcière, incarnée par Charlize Theron, est en quête d'une beauté éternelle. Et pour cela, elle n'hésite pas à assassiner les rois de différents royaumes et d'utiliser toutes les jeunes vierges pour aspirer à sa fin, pour réussir à avoir une beauté éternelle. Lorsqu'elle s'attaque au royaume du père de Blanche-Neige, elle va vite découvrir que sa beauté éternelle est mise en jeu par celle de Blanche-Neige. En gros, voilà. De toute façon, tout le monde connaît l'histoire et ce Blanche-Neige et le Chasseur reprend quasiment dans toutes les lignes l'histoire des frères Grimm, en y apportant bien entendu un petit côté un peu plus fantastique, un peu plus fun, j'ai envie de dire d'un côté, et surtout beaucoup plus sombre et gothique. Voilà. Donc sur le scénario, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, puisque nous sommes vraiment dans une réinterprétation du conte de Blanche-Neige. Il n'y a pas de grande nouveauté, il n'y a pas de parti pris vraiment très clair, j'ai envie de dire, puisque le scénario de ce Blanche-Neige et le Chasseur suit vraiment le fil conducteur du conte original. Après, bien entendu, on vient y implanter des petites idées fantastiques, des petits écarts à l'histoire originale, mais ça reste fondamentalement basé sur ce conte. Et au final, c'est pas plus mal parce que ça nous permet un peu de découvrir la réelle histoire de Blanche-Neige, puisque Blanche-Neige a été vraiment vue à travers les époques comme un conte un peu cucu, un peu trop enfantin, etc. Alors qu'à la base, c'était quand même très sombre et très violent, le conte des frères Grimm. Ce n'était pas vraiment destiné aux enfants, c'était quelque chose de vraiment violent et sombre, et voilà. Et donc, ce film restitue vraiment bien d'un côté le conte original. Voilà, on sort, oubliez ce que vous avez vu dans le Blanche-Neige de Walt Disney, ou même dans celui sorti au mois d'avril. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre et qui s'adresse nettement moins aux enfants. Voilà, autant putain, j'arrête pas de faire la faute. Celui qui était sorti au mois d'avril était beaucoup plus destiné aux enfants, c'était très coloré, il y avait des danses et tout ça, c'était beaucoup plus enfantin. Même si moi j'avais bien aimé, hein, mais ce Blanche-Neige et le Chasseur est vraiment beaucoup plus dark, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, beaucoup plus sombre, et au final ça change complètement la donne, ça change complètement l'ambiance, ça change complètement la façon dont on va voir le film, dont on va l'aborder. Et moi je dois avouer que au niveau du scénario en tout cas, j'ai plutôt accroché dans le sens où bah voilà, c'est quelque chose qui change de l'ordinaire, c'est vraiment un conte qu'on connaît tous, et là ça nous permet d'avoir une autre interprétation, d'avoir une autre vision de ce conte, et moi j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas de ce point de vue là. Après il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais ça on va en parler dans la suite de la vidéo. Alors c'est là qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Alors déjà on va parler visuellement ce que ça donne. Alors j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très esthétique, c'est très joli, etc. Voilà. Alors certes, c'est vrai, le film est très beau, il y a de très belles idées, la photographie est très travaillée, très esthétique, c'est vraiment un film, visuellement c'est très esthétique. Mais moi ce que j'aurais à dire, bon alors certes j'ai trouvé ça aussi très joli, etc. Mais on est vraiment dans quelque chose de très conventionnel. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de films qui se veulent fantastiques ces dernières années, et ils reprennent tous le même principe. Alors c'est peut-être un peu flou ce que je vais vous dire, mais je sais où je veux en venir. C'est que on est dans quelque chose de très conventionnel, dans le sens où, par exemple, dans ce Blanche-Neige, pardon, voilà, il y a une nette désaturation de l'image. C'est-à-dire que l'image est plus noir et blanc que couleur éclatante, et on vient juste relever certaines couleurs par-ci par-là, comme le rouge par exemple, le bleu, voilà. On est donc dans quelque chose où il y a beaucoup de contraste, c'est assez sombre, et cette photographie c'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois, voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand ils veulent faire un film un peu fantastique, gothique, voilà, sombre,
ils reprennent le même schéma. Voilà. C'est-à-dire que visuellement, par exemple, on sent que dans ce film qui est produit par les producteurs de Alice au Pays des Merveilles, on sent carrément la touche Alice au Pays des Merveilles. Je parle dans la photographie bien entendu, je parle pas dans les formes, dans, dans l'univers, etc. Mais vraiment, visuellement, on sent, voilà, il y a l'utilisation de filtres similaires, les couleurs se rapprochent, voilà. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils s'appliquent quand ils veulent faire un film dark, ils tournent leur film et après ils appuient sur une touche en disant voilà, tac, voilà, ce sera un film dark et tous les filtres se mettent en place et l'image est parfaitement conventionnée. Voilà, j'utiliserai beaucoup ce mot, mais pour moi c'est un film héroïque fantastique conventionnel. C'est-à-dire que certes, il y a vraiment une recherche esthétique, il y a des belles trouvailles, comme le fait que les chevaliers noirs, si on peut dire ça comme ça, qui sont donc les sbires de la reine, se détruisent quand on les tue, ils partent en éclats et tout ça. Ça c'est très très bien trouvé, c'est très joli, ça rend très très bien visuellement. Mais encore une fois, voilà, dans vraiment ce qui est la photographie du film, on est dans quelque chose de très très conventionnel et qu'on a déjà vu. Et voilà, même si c'est bien traité, c'est bien appliqué dans le film et ça fonctionne, moi je suis un peu déçu de cette conventionnalité. Voilà. En dehors de ça, je vais parler un peu du casting, je le fais pas souvent mais là je vais le faire. Donc là, j'étais vraiment un peu déçu du casting. Alors Kristen Stewart, elle est beaucoup critiquée, etc. parce qu'elle a joué dans Twilight. Alors certes, bon voilà, Twilight, moi je suis pas trop fan non plus. Bon, je les ai quand même vus. Et c'est vrai que dans Twilight, Kristen Stewart ne joue pas très bien. Mais bon, voilà. Mais par contre, je l'avais beaucoup aimé dans Welcome to the Riley. Où là, elle était vraiment... Voilà, elle avait vraiment quelque chose à donner et à montrer. Et je pensais que... en prenant l'expérience de Twilight, en faisant d'autres films dans des registres différents, etc., elle prendrait vraiment de l'expérience, qu'elle s'améliorerait, etc. Donc certes, elle s'est améliorée, puisqu'elle a quand même fait de bons rôles. Je l'ai pas vu sur la route, mais elle a quand même fait de bons rôles, comme Welcome to the Raleigh, dont je vous dis, ou The Runaway. Mais dans ce Blanche-Neige, j'ai l'impression qu'elle a rétrogradé un petit peu. Et voilà, c'est un jeu un peu plat, un peu surjoué, et c'est un peu embêtant. Dans la même veine, il y a Chris Hemsworth. Alors lui, on a l'impression que n'importe quel rôle qu'il ait, il fait les mêmes têtes. Voilà. C'est-à-dire que il a exactement le même jeu que dans Thor, que dans Avengers. Et ça, c'est un peu embêtant, quoi, parce que c'est le truc qui t'empêche vraiment de te plonger dans le film. Et en dehors de ça, il y a un acteur qu'on retrouve qui a un des rôles principaux. Et vraiment, ce mec, je ne comprends pas comment il peut percer à Hollywood. C'est Sam Claflin, si je ne me trompe pas, qu'on a pu voir notamment dans Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence, où il joue, vous savez, le mec qui est sur je sais plus comment il s'appelle, le bateau de Barbe Noire. Vous savez, le mec qui est banni parce qu'il est croyant, etc. Voilà, et qui va sauver la sirène, machin. Alors lui, je trouve qu'il joue mais extrêmement mal, quoi. On dirait vraiment un mec, enfin, il sait vraiment pas jouer. Il est complètement neutre. Quand il joue, on sent que c'est joué. Il joue vraiment très mal. Et je comprends pas qu'on ait pu lui accorder un rôle aussi important dans ce film. Parce que ce mec, il mérite même pas de jouer dans un court-métrage de merde. Voilà, je trouve ça inconcevable qu'il puisse jouer dans un blockbuster comme ça. Voilà. Donc le casting, un peu déçu, franchement. Et par contre, la révélation, enfin révélation, c'est pas une révélation, mais Charlize Theron. Voilà. Alors cette nana, on l'a perdue de vue pendant plusieurs années. Et là, depuis quelques temps, elle revient au cinéma et elle fait des trucs, mais de malade. C'est une actrice vraiment incroyable. Et dans le rôle de Ravenna, elle est vraiment excellente. Voilà, c'est le meilleur rôle du film, tout simplement. Moi, ils auraient fait un film uniquement concentré sur elle, ça aurait suffi parce que Charlize Theron est majestueuse. Voilà, c'est vraiment une très bonne actrice. Et elle nous offre des prestations ces derniers temps, mais vraiment hallucinantes, et surtout dans des registres complètement différents, avec des rôles complètement différents, et à chaque fois elle nous fait quelque chose d'unique. Et voilà, donc moi vraiment je voulais tirer mon chapeau à Charlize Theron qui m'épate de film en film. Voilà. En dehors de ça, le film fonctionne, j'ai passé un bon moment, certes. Voilà, c'est marrant, il y a un côté épique qui n'est pas déplaisant.
on a des belles batailles, on a des belles images, des belles scènes. Voilà, le combat final entre la reine et Blanche-Neige est plutôt sympa, c'est bien fait, c'est bien tourné. Voilà, on sent que c'est, encore une fois, c'est un film conventionnel. Voilà, c'est un film typiquement d'Hollywood, tourné dans les conditions d'Hollywood. Voilà, c'est un film qui est fait pour marcher, avec un casting bankable pour faire des entrées. Ça fonctionne, c'est un blockbuster classique, sans grande originalité, mais qu'on prendra quand même plaisir à regarder parce que, comme je l'ai dit, même si c'est conventionnel, il y a de l'esthétique, il y a un travail photographique qui n'est pas à nier, il y a un casting bankable, voilà, avec des hauts et des bas, mais bon. Et donc dans l'ensemble, ce Blanche-Neige et le Chasseur fonctionne, mais ce n'est pas le film que j'attendais vraiment. Voilà, c'est un film lambda, enfin un blockbuster lambda d'heroic fantasy hollywoodien. Voilà, donc si vous cherchez dans ce Blanche-Neige et le Chasseur l'originalité et la fraîcheur, ce ne sera pas là, ce sera peut-être dans un autre film, dans une suite, je ne sais pas, qui sait, hein, de nos jours. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Blanche-Neige et le Chasseur. Donc pour conclure, moi je vais vous dire juste que, certes j'ai passé un bon moment, mais j'avoue avoir été un petit peu déçu. Après, si vous recherchez un film, voilà, qui est quand même travaillé, qui est quand même beau à regarder, que vous voulez passer un bon moment, moi je vous conseillerais d'aller le voir, parce qu'au final, c'est vrai que l'on passe un bon moment. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver, alors pas tout de suite, d'ici à peu près 2 semaines et demie, parce que là, bon, je travaille, et puis en plus de ça, je vais me prendre une petite semaine de vacances. Donc je reviendrai donc milieu juillet à peu près, où nous parlerons de The Amazing Spider-Man, le fameux reboot avec Emma Stone et Andrew Garfield, réalisé par Mark Webb, pardon. Donc voilà, on parlera de ce reboot tant attendu, donc d'ici mi-juillet. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve donc mi-juillet pour parler de The Amazing Spider-Man. Voilà, bonne semaine à tous, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, et à très bientôt.